Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Pèlerin à l'Assemblée, Ukraine sur les plateaux de TV, cela sent la poudre. Avant de traiter ces informations, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui financent cette chaîne, qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur Ambition, Création, Rénovation, un artisan, bravo à lui. Et puis Poupou Palou aussi pour son merci. Alors, je ne vais plus utiliser Super Sanks, c'est un anglicisme. Alors pour vos merci rémunérateurs. Et Poupalou, comme je le disais, c'est un fidèle des fidèles. Merci à eux. Comme je l'indiquais en titre, Emmanuel Macron est très gêné puisqu'un de ses députés, Emmanuel Pèlerin, a consommé de la cocaïne au sein de l'Assemblée nationale. Pour notre président, quelle va être la ligne qu'il va suivre? Est-ce qu'il va conserver cet Emmanuel Pèlerin dans les rails de la Macronie? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que nous faisons une véritable overdose de scandales macronistes. Alors, lorsqu'on regarde comment le pouvoir a essayé d'étouffer l'affaire, on est vraiment dégoûté. Parce que cette histoire, on me l'avait donnée dès le mois de juin-juillet. Elle avait été classée sans suite par la justice. Et comme Mediapart ressort ce dossier, eh bien on réouvre une enquête. C'est-à-dire que la justice et le pouvoir avaient essayé d'étouffer quelque chose qui était connu de tous. Alors on va regarder maintenant comment la presse relaie cette information. D'abord, une déclaration d'Emmanuel Pèlerin. « J'ai décidé de me mettre en retrait de l'avis de mon groupe politique et du parti Renaissance. » On traduit, t'as été viré parce qu'ils ne peuvent plus te conserver, tu leur fais honte. Emmanuel Pèlerin, donc, a communiqué cette information sur son site Twitter. Et comme l'affirme Mediapart, il a consommé de la cocaïne avant et après son élection à l'Assemblée en juin dernier. Confronté à nos éléments, donc des journalistes de Mediapart, il a reconnu cet usage illégal. Voilà, donc il n'y a pas de doute, nous sommes dans la certitude. Ce qui est scandaleux, c'est évidemment que cette affaire éclate seulement fin janvier, alors que ce type-là, manifestement, consomme de la drogue régulièrement depuis très longtemps. Première question que l'on peut se poser, sur quels critères sont sélectionnés les députés macronistes? Il n'y a pas une semaine sans qu'on en épingle un pour toute une série de méfaits. Là, maintenant, c'est usage de stupéfiants, ce qui est stupéfiant, au sein de l'Assemblée nationale. Et on est en train de me dire que non, personne ne savait. D'autant plus que nous avons appris, toujours dans la presse aux ordres, malgré tout, ce n'est pas la première fois que le député Emmanuel Pèlerin est dans le viseur de la justice. Une première enquête pour provocation directe d'un mineur à l'usage illicite de produits stupéfiants avait été classée sans suite en septembre dernier. Mais c'est avec son fils. Son fils de 11 ans avait raconté à sa psychologue que son père lui avait présenté fin juillet une boîte contenant des produits stupéfiants. J'ai dit à mon fils, tu vois, c'est la boîte dans laquelle il y avait de la drogue. C'est défendu Emmanuel Pèlerin dans les colonnes de Mediapart. Bon, il se moque tellement de nous que personne n'arrive à croire sa défense. Ce monsieur est né en 1970. Il est tombé dans la drogue à 47-48 ans, après avoir été choisi par Emmanuel Macron comme député. Qui peut croire cela? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'était un très proche d'Emmanuel Macron. Ils devaient partager certains goûts communs, manifestement. On les voit ainsi enlacés dans les bras l'un de l'autre lors des élections législatives. Ils avaient certainement des sujets de conversation, notamment leur recette de crêpes bretonnes. Et puis le dernier scandale concernant Emmanuel Pèlerin. Parce que il était chargé de quelque chose, Emmanuel Pèlerin, dans le groupe LaREM. Je vous le donne dans le mille. Il s'occupait de la culture et de l'éducation nationale. C'est-à-dire que les LaREM ont choisi quelqu'un, un drogué, pour s'occuper de l'éducation nationale. Eh bien, on a l'impression que, dans ce genre de nouvelles, toute la Macronie est résumée. Allez, on va passer à un autre sujet qui pourrait presque faire rire si ce n'était pas dramatique. Nous sommes dans les dossiers de la Macronie. Pannier-Runacher vient de nous en sortir une excellente. En effet, elle a décidé de baisser notre consommation
d'énergie de 40%. Elle est trop forte, cette Pannier-Runacher. Elle nous avait expliqué que s'il y avait eu une augmentation du prix de l'électricité, c'est parce que les Français voulaient absolument avoir de l'énergie, donc c'était de leur faute, bien évidemment, pas la faute du gouvernement. Et là, elle nous explique tout simplement que nous allons revenir à l'âge de pierre. Une baisse de 40% de notre consommation d'énergie, eh bien c'est pas compliqué, c'est la faillite de millions de petits commerces. On ne peut pas baisser notre consommation de 40%. Alors soit elle raconte n'importe quoi pour faire son intéressante, soit c'est un véritable projet du gouvernement. Eh bien, je m'adresse à tous ceux qui ont un petit commerce. Quand vous entendez ce genre de choses, c'est votre mort programmée. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Dans un État moderne, il faut au contraire augmenter sa production d'énergie. Alors, pour éviter en effet d'être trop carboné, nous avons la solution, c'est le nucléaire. Or, ce gouvernement nous a fermé Fessenheim, ce gouvernement voulait fermer une grande partie de nos centrales nucléaires pour que notre consommation nucléaire passe de 75 à 50%. Et aujourd'hui, ces gens qui sont d'une incompétence ou d'une dangerosité rare sont en train de faire payer l'addition aux Français. Puisqu'on parle d'addition, on va regarder un petit peu Emmanuel Macron. C'est le journal Marianne qui révèle que Macron a reçu en secret le patron de la commission qui vérifie les comptes de campagne. Et oui, il y aurait eu des pressions. Ce que nous savons déjà, c'est qu'il y a eu de nombreuses irrégularités, et pas seulement dans les campagnes, dans la campagne de 2022, mais aussi de 2017. À chaque fois, ça a été validé, et tout le monde se demande comment cela a pu être fait. On a bien compris qu'Emmanuel Macron met la pression sur toutes ces personnes pour éviter des scandales. Nous savons qu'il y a des financements occultes dans la campagne d'Emmanuel Macron. Je vous renvoie d'ailleurs au livre de Marc Andelweld ou même d'Olivier Marleix, le patron des LR. Mais que voulez-vous? Il reçoit les patrons de presse, les éditorialistes, il reçoit les gens des comptes de campagne. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui efface toute trace de ses méfaits. Mais est-ce que les gens, pour autant, sont dupes? Eh bien, ce qui est très agréable, c'est que les Français sont en train de se réveiller. Il y a 3 jours, l'AREM arrivait sur les plateaux en expliquant que les Français avaient été convaincus par leur argumentaire, leur narratif, qu'en effet, on voyait des Français de moins en moins nombreux à soutenir la réforme des retraites. Et là, patatras, près de 3/4 des Français hostiles au projet de la réforme des retraites. C'est le chiffre le plus éloquent de cette étude ELAB. Vous avez ce sondage dans tous les journaux. 72% des Français rejettent le projet de réforme des retraites. La statistique représente un bond de 6 points par rapport à la mesure effectuée il y a une semaine, sur laquelle ils ont énormément communiqué, et de 13 points par rapport à la jauge établie 2 semaines en amont. Parmi ceux-ci, ils sont 40% à se dire très opposés au plan dévoilé, soit une flambée de 18 points en 15 jours. J'ai envie de dire c'est normal. Plus vous voyez la tête des macronistes, plus vous avez compris qu'il y a quelque chose de tordu dans cette réforme. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont parlé du 47.1 qui permettrait l'adoption de cette loi scélérate sur la réforme des retraites. Alors, je vous dis tout de suite, non. Je ne sais pas comment cela a été présenté. L'article 47.1 permet une accélération, mais il y aura des votes. Et c'est ça qui compte. Et là, ce que l'on constate, et ça nous a été corroboré par Georges Fenech, c'est qu'on est passé de 34 députés de la majorité ou LR qui étaient contre cette réforme des retraites. Ce sont ces députés qui permettraient l'adoption du texte. On est passé de 34 à 46. C'est-à-dire que plus les jours passent, plus les Français sont contre, et plus les jours passent, plus les députés se disent « je n'ai plus aucune chance d'être réélu si je vote cette loi ». Il faut dire qu'après la gestion sanitaire plus les retraites, ça fera peut-être un peu beaucoup au niveau collaboration. Donc, ils sont en train de nous dire on ne votera pas. Donc, le 47.1 permet une accélération, c'est vrai, de faire voter la loi en 50 jours, mais s'il y a des votes, le président de la République n'a pas la majorité pour l'instant à l'Assemblée nationale. Nous verrons bien d'ailleurs à partir de lundi ce qu'il en est réellement. Et puis, sous Emmanuel Macron, on sait que la mortalité augmente tellement, mais aussi outre-Manche, puisque Esther McKay, membre du Parlement britannique, exige une enquête urgente et approfondie sur la surmortalité actuelle en Angleterre. Un phénomène que l'on observe uniquement dans ce pays, alors presque, la formule est mal traduite, mais aussi dans toute l'Europe. C'est surtout ça qui est important, mais aussi dans toute l'Europe, c'est qu'en effet, nous avons les mêmes chiffres
En Écosse, en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, il y a partout de la surmortalité. Vous pensez bien qu'Emmanuel Macron n'est absolument pas pressé de nommer une commission d'enquête sur les origines de cette surmortalité en France. Évidemment, ceux qui chercheraient trouveraient les responsables dans tous les ministères, voire à l'Élysée. Et j'ai l'impression qu'on peut tracer de nombreuses analogies avec la politique qui a été menée pendant le Covid et celle qui est en train d'être menée avec l'Ukraine. En effet, c'est la fameuse technique des petits pas. Et petit à petit, on nous entraîne vers la guerre. Avec ce terme qui occupe toutes les rédactions, l'escalade. Alors, il y a bien des gens qui essaient de freiner, qui sont en train de se dire « Mais attendez, c'est la folie, on ne va pas rentrer en guerre pour l'Ukraine, on ne va pas rentrer en guerre contre notre ancien partenaire commercial, on ne va pas rentrer en guerre contre un pays qui est quand même plus armé que nous. » Toute personne qui présente des arguments contre le narratif pro-ukrainien se fait directement insulter, se fait diaboliser et on fait en sorte de le couper lorsqu'il prononce des arguments. C'est ce qui s'est passé sur le plateau de Pascal Praud, mais Marie-Estelle Dupont réagit. Regardons. Non, mais... voilà. Alors ça, c'est symptomatique. Mais non, alors ça... Mais non, mais c'est symptomatique de la pensée binaire dans laquelle on a régressé. À partir du moment où on ose poser la question en tant que citoyen non expert, et c'est ce que je suis par rapport à l'Ukraine, de à qui profite le crime, quels sont les bénéfices secondaires des États-Unis, n'est-on pas en train d'engloutir l'intégralité de l'économie européenne, à commencer par l'économie française, pour quel résultat? On est un horrible pro-Poutine. C'est-à-dire que dès qu'on pose une question, en fait, on est fasciste avec des raisonnements. Je retiens ce qu'a dit Régis. Je retiens, s'il vous plaît. C'est impossible. C'est impossible de poser une question sur ce sujet. En fait, russe ou virus, c'est le même combat. Il y a la même pensée binaire. Je retiens ce qu'a dit. On est du mauvais côté. Regardons un petit peu qui, précisément, sont en train de se faire les agents d'influence des atlantistes. Alors, on va commencer de l'autre côté de la frontière avec l'Allemagne. En effet, Annalena Baerbock, ministre fédérale des Affaires étrangères allemande, déclare dans son Parlement que nous menons une guerre contre la Russie. Les Allemands sont-ils au courant que l'Allemagne a déclaré une guerre contre la Russie? Ce mot est extrêmement malheureux, cela a enflammé toutes les chancelleries européennes. D'ailleurs, Emmanuel Macron a plus ou moins fait du recul sur la livraison des Charles Leclerc et nous avons vu que le Quai d'Orsay a été obligé d'envoyer un message aux Russes. La France assure ne pas être en guerre contre la Russie. Le Quai d'Orsay, par sa porte-parole Anne-Claire Legendre, a fait une mise au point après la décision occidentale d'envoyer des chars lourds en Ukraine. La France se désolidarise un petit peu de l'Allemagne et en Allemagne, le débat fait rage. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la personne en question, on va la regarder, Baerbock, mais qui est cette ministre fédérale des Affaires étrangères allemande qui décide comme ça toute seule de mener une guerre contre la Russie? D'abord, elle appartient au Parti écologiste. Bien sûr, c'était le parti qui a été le plus financé par les Américains et nous savons, et je l'ai souvent dit sur cette chaîne, que Cohn-Bendit a fait partie de ce mouvement. C'est véritablement un nid d'espions, pour reprendre le titre d'une œuvre célèbre. Mais quand on regarde le CV de cette Baerbock, on va découvrir quelque chose, je pense que vous le savez déjà, ou vous vous en doutez, eh bien, elle est Young Global Leader, comme Emmanuel Macron, comme Trudeau, comme Jacinda Ardern. Elle est Young Global Leader of the World Economic Forum et elle est un membre actif. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment étonné? Le forum de Davos a traité de la question de l'Ukraine et une semaine après, eh bien, on voit une young leader demander que l'on fasse la guerre à la Russie. Est-ce que c'est un hasard? Je vous laisse juger. Et puis, regardons un petit peu en France ceux qui veulent faire parler la poudre, qui veulent du sang. Les 500 000 victimes de l'Ukraine ne leur suffisent pas, il en faut davantage. Ils réclament que l'on envoie des chars, des avions et peut-être des missiles nucléaires pendant qu'ils y sont. Alors le premier, c'est Claude Malhuret. Alors Claude Malhuret, lui, il veut, par définition, la victoire nécessite une plus grande implication de la France, c'est-à-dire qu'il est pour l'escalade, la fameuse escalade.
Claude Maluret, comme le rapporte très bien François Asselineau, c'est celui qui a passé son temps à insulter les non-vaccinés et qui mettait aucun doute sur les injections de Pfizer. Claude Maluret, c'est quand même celui qui a dit que les non-vaccinés finiraient par se terrer dans des caves. Voilà, on a le portrait. Tous ceux qui nous ont imposé le narratif Pfizer sont aujourd'hui dans le camp de la guerre. Est-ce un hasard à votre avis? Non, ce sont des agents d'influence atlantistes. Et puis, vous avez les traîtres de service, ceux qui ont retourné leur veste. Je pense par exemple à Robert Ménard, qui lui aussi veut envoyer des rafales à Zelensky, donc nos avions, parce que l'on doit défendre les intérêts de la France en Ukraine. Lesquels? L'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne ni de l'OTAN, le pays est parmi les plus corrompus d'Europe et nos échanges commerciaux atteignent à peine 2 milliards. Il y avait plus de 20 milliards avec la Russie. Nous avons perdu donc notre principal allié économique pour aller vers un pays extrêmement corrompu qui célèbre Bandera à longueur de temps. Alors, ces Ménard, ces Maluret nous expliquent qu'ils ont une même communauté de valeurs avec l'Ukraine. Mais je pense que c'est vrai. En effet, la corruption et l'amour atlantiste sont deux éléments de valeur que Maluret, Ménard et Zelensky partagent. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous mets en lien les 2 émissions de nos camarades compagnons de route contre cette guerre. Stratpol a sorti un numéro, donc vous aurez les liens en dessous. Et puis, Sylvain Ferrara a fait une analyse sur l'arrivée des chars. C'est pour ça que j'en ai pas parlé dans ce numéro. Il est bien plus compétent que moi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous l'ai déjà dit. Et puis, si vous avez envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas à aller regarder ces 2 vidéos. Je me suis un petit peu embrouillé à la fin. C'est pas facile en ce moment. Allez, bien à vous, bye bye.